vous écoutez le professeur Jacques Desrois. Daniel Desrois, pardon. Daniel Desrois, dans son intervention. Merci. Bien, merci. Voilà, donc, je peux aussi m'appeler Jacques, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ben, à mon tour maintenant de remercier le consulat pour cette invitation. Et je souhaite quand même nommer M. Beauvoir, et sans oublier mon ami Patrick Couvin, avec qui on travaille depuis très longtemps. Donc je pense que c'était vraiment une belle initiative que d'essayer de faire dialoguer les affaires intellectuelles avec les affaires diplomatiques, parce que ça c'est vraiment l'une des spécificités d'Haïti, parce que vous savez que nous avons connu un certain nombre d'intellectuels haïtiens qui étaient en même temps des diplomates. Je peux citer Firmin, Weissmars, Maniga, Philippe Cadeno, etc. Alors, comme on avance très très vite dans cet après-midi, j'avais préparé un certain nombre de choses à mettre en discussion, mais j'ai envie de réagir tout de suite sur les interventions qui ont été faites jusque-là, à travers deux questions seulement, peut-être pour essayer de commencer à soulever un peu le débat, et ensuite après je dirai un petit peu mon propos. La première question, c'est qu'est-ce que Haïti? Parce que là on a beaucoup parlé de l'université en Haïti, etc. Moi, il y a une thèse que j'ai essayé de soulever une fois, c'était en Guyane en 2009. J'avais dit que Haïti était un concept. Et puis, il y avait un philosophe jaïrois qui m'a dit « Mais non, comment tu peux dire un truc comme ça ?» Et puis, on est parti dans une discussion très très folle. Et depuis, cette hypothèse a évolué. Et je maintiens toujours que c'était un concept, parce que lui, il m'a dit que c'était plutôt une idée, Haïti. Et là, maintenant, j'en suis à dire que Haïti, c'est une posture. C'est une posture. C'est une posture qui relève, pour moi, de la liberté de penser. C'est-à-dire que Haïti, pour moi, ne se réduit pas à une terre géographique, parce que quand on parle de développement, de développer Haïti, on a l'impression que le pays tourne en rond. Pourquoi ça tourne en rond? C'est parce qu'on essaie de le localiser géographiquement. Alors que pour moi, Haïti relève d'une certaine posture, ça relève de la liberté de penser, ça relève de la liberté de l'esprit, et ça relève aussi de ce dont nous allons parler tout à l'heure, d'une certaine forme de résilience spirituelle. Et cette question de la résilience spirituelle, c'est quelque chose qui peut être transporté vers n'importe quel pays. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui constitue l'objet de cet après-midi, c'est université et développement. Là aussi, je rebondis rapidement sur ce qui a été dit. Quand on parle de développement, quand on essaie d'articuler tout ça avec l'université, est-ce que, la question qu'on peut se poser, est-ce que la mission de l'université, c'est de viser le développement socio-économique d'un pays? Il a été question de ça. Ou est-ce que la mission de l'université relève plutôt du développement spirituel, c'est-à-dire de la vie des idées, de la vie de l'esprit. Et c'est cela qui m'amène justement à un certain nombre de points que je souhaitais mettre en débat ici, d'où le titre de mon intervention qui parle de résilience académique, qui parle aussi de résilience spirituelle. Pourquoi je parle de résilience dans un premier temps? C'est parce que au début, quand M. Beauvoir m'en a parlé de cet après-midi, il avait tout de suite fait un lien avec l'anniversaire du séisme. Donc, comme on a beaucoup travaillé sur cette question du séisme, qui nous a amené à remettre en débat ce concept de résilience, donc du coup, j'en ai profité pour proposer cette intervention sur la résilience académique. Maintenant, en termes d'introduction, pourquoi résilience académique dans un atelier qui porte sur université et développement? Pour trois raisons. Premièrement, parce que la condition universitaire peut être source de traumatisme. Vous savez que les institutions sont à bout de souffle. Les institutions aujourd'hui, qu'on soit en Haïti, qu'on soit en France ou ailleurs, sont traversées par un certain nombre de traumatismes mondiaux. M. Beauvoir a parlé tout à l'heure du Rwanda, le Rwanda qui est traversé justement
encore actuellement par les restes justement du traumatisme lié au génocide. Vous avez parlé aussi de la France, qui est l'Europe, qui sont traversés par tout ça. Et plus près de nous, justement en France, il y a toute cette question des attentats. Vous voyez comment ça mobilise les chercheurs, ça mobilise les universités, ça mobilise, ça fragilise toute l'institution universitaire qui est sommée justement de trouver du sens aux choses. Et par-delà l'institution universitaire en elle-même, il y a ceux qui y travaillent, les étudiants, les enseignants, qui peuvent aussi faire l'objet de traumatismes singuliers auxquels ils cherchent à donner du sens, justement, en investissant le savoir. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est parce que la résilience, ça relève de l'esprit, avec un grand E. Quand on parle de résilience, on fait un lien, bon, ça c'est un parti pris épistémologique, on fait un lien avec le traumatisme. Et que l'on considère des traumatismes corporels, des traumatismes psychiques, psychologiques, ou des traumatismes identitaires, quand il s'agit d'élaborer quelque chose, on fait appel à l'esprit, mais pas l'esprit qui s'oppose à la matière d'une sorte de dualisme, de dualité un peu stérile, mais l'esprit en tant que ça fait partie d'un tout, justement, qui va essayer qui va participer de l'élaboration de ce traumatisme. Et troisième point, c'est parce que l'esprit a à voir avec l'université. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en disant que vise l'université si ce n'est la vie spirituelle. Donc d'où justement la question, ce qui me pousse à parler de résilience académique. Maintenant, pour poursuivre un petit peu, pour poser un petit peu le débat, je vais prendre trois axes. On va aller très très vite. Le premier axe, je vais essayer de montrer trois acceptions du concept de résilience académique. Et deuxièmement, dans un deuxième temps, j'essaierai de dire deux mots sur le cas spécifique des étudiants haïtiens à l'étranger, et notamment des étudiants haïtiens en France. Et troisièmement, pointer aussi un élément de débat sur ce que j'appelle la résilience de l'esprit en milieu académique, pour enfin terminer sur des réflexions aussi sur les liens entre université et développement, mais université et développement dans un monde global, pas uniquement Haïti, parce que nous allons essayer de voir que tous les problèmes qui se posent dans l'université en Haïti, ils se posent aussi en France, ils se posent aussi aux États-Unis, ils se posent aussi dans d'autres pays. Alors les formes peuvent être différentes, mais aujourd'hui, les étudiants, les intellectuels, nous sommes justement confrontés à un monde qui est en crise de sens, justement, qui demande justement de la part des étudiants, des universitaires, un certain nombre d'outils pour penser ce qui nous arrive. Alors, je vais essayer d'aller rapidement. Le premier point, c'était pour mettre l'accent sur trois axes dans ce qu'on appelle la résilience académique. Quand on regarde un petit peu la littérature scientifique, on voit que la résilience académique est surtout abordée dans le sens de ce qu'on appelle la persévération scolaire ou la persistance aux études supérieures si on parle de l'université. Ça, c'est l'un des axes qui est très répandu. Alors, cette première forme de résilience académique est liée donc à cette persévérance universitaire ou persistance d'un certain nombre d'étudiants qui vont s'efforcer de réussir malgré les obstacles socio-économiques, les obstacles matériels, les obstacles affectifs, cognitifs ou idéologiques. Alors, je n'ai pas le temps de déplier tous ces exemples, mais par exemple, en termes d'obstacles socio-économiques, il y a ceux qui sont exposés à ce que Bourdieu a appelé la reproduction. Donc là, je ne vais pas vous refaire un petit peu les choses. Il y a aussi ceux qui sont confrontés à des problèmes matériels, ceux qui n'ont pas les moyens. Justement, tout dépend de l'endroit où on étudie. Problèmes de bibliothèque, problèmes d'électricité, par exemple, mais qui vont quand même s'efforcer à y aller, à arriver. Il y a aussi ceux qui sont confrontés qui sont concernés par des problèmes affectifs ou cognitifs, par exemple ce qu'on va appeler ceux qui sont en décrochage scolaire ou en difficulté scolaire, mais
qui, à force de trouver des gens sur leur chemin qui leur servent de tuteurs peut-être de résilience, ils vont essayer de s'accrocher jusqu'à réussir. Et puis, il y a aussi les obstacles idéologiques, il ne faut pas l'oublier. Par exemple, ceux qui font l'objet de ceux qui subissent le racisme, par exemple, dans les écoles, le racisme à l'université, ceux qui sont victimes de harcèlement, de cyberintimidation, il y en a beaucoup qui décrochent. Mais il y en a beaucoup aussi qui essayent d'aller au-delà de tout ça. Alors, l'ensemble de ces exemples participent de cette première forme de résilience académique. Mais j'ai envie d'ajouter deux autres aspects dans la résilience académique. Il y a une résilience académique qui est liée à l'environnement et à l'institution universitaire. Là aussi, on pourrait revenir sur des obstacles idéologiques, racisme, harcèlement. Il y a beaucoup d'enseignants, beaucoup d'étudiants qui sont victimes de racisme à l'université, qui sont bloqués dans leur carrière, etc. On ne va pas développer, mais je veux mettre l'accent sur un point qui caractérise à l'heure actuelle l'institution universitaire, et ça au-delà d'Haïti. C'est ce qu'on appelle la médiocratie. La médiocratie, c'est la médiocrité érigée en modèle. C'est quelque chose qui nous mine. C'est-à-dire que, et ça, il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'en Haïti que ça se passe. Ça se passe aussi en France, ça se passe aux États-Unis, ça se passe en Angleterre, ça se passe partout. C'est-à-dire que nous sommes dans une institution universitaire au XXIe siècle qui est frappée par une sorte de capitalisme qui pousse les enseignants-chercheurs non pas à penser, non pas à produire du sens, mais à compter le nombre d'articles, par exemple, à faire du chiffre. C'est-à-dire on arrive à un moment, c'est ceux qui amènent le plus d'argent dans le laboratoire, c'est eux qui sont les vrais chercheurs. C'est pour cela, un auteur que je vais citer tout à l'heure, Chomsky, justement, va distinguer deux types d'intellectuels. Ceux qui vont aller dans le temps court, c'est-à-dire il faut produire quelque chose tout de suite qui soit utile à la société, et ceux qui vont miser sur le temps long, c'est-à-dire que pour penser, ça demande du temps. Donc là, je vais vous le faire un peu court, mais c'est vraiment quelque chose auquel un certain nombre les universitaires actuellement sont confrontés, et ça, ce n'est pas seulement en Haïti, ce n'est pas seulement dans les pays dits du Sud, dans les pays les plus développés aussi, on rencontre ce même phénomène de capitalisme du savoir qui nous empêche de penser. Pour moi, mais il y a un certain nombre d'intellectuels qui arrivent justement à aller au-delà de tout ça, qui essayent de résister. Pour moi, c'est une forme de résilience académique qui va nous amener au troisième axe. Le troisième axe qui est lié au savoir comme affranchissement de l'esprit. Alors, vous savez que dans l'université, ça a été dit tout à l'heure aussi, l'université est là pour produire des connaissances, pour produire du savoir, mais c'est aussi un lieu de remise en question, de déconstruction de ces savoirs. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré que ce n'est pas le savoir lui-même qui est émancipateur, mais c'est la posture vis-à-vis de ce savoir qui peut être émancipatrice, qui peut être, parce que tout dépend de sa posture. On peut s'aliéner à ce savoir, ou on peut essayer de dégager ce temps de posture pour tenter de faire avancer les choses. Et là encore, je pourrais revenir à Chomsky, justement, qui parle de ces deux types d'intellectuels. Alors, aux intellectuels de faire un choix. Soit on va marcher dans le temps court pour essayer de produire un certain nombre de données, des hypothèses, d'ailleurs parfois non fondées, pour aller vite, parce qu'il y a la question des réseaux sociaux aussi, il faut que ça aille vite. Donc on n'a pas le temps de penser. Et puis il y a les autres intellectuels, ceux-là qui prennent le temps de penser les choses en profondeur pour arriver à produire du sens. Voilà, trois acceptions donc de cette résilience académique qui relève de la persévérance, la persévération scolaire, premièrement, qui est liée à l'institution universitaire qui est frappée par le capitalisme, donc frappée aussi par la médiocratie, et troisièmement, qui est liée au savoir comme affranchissement de l'esprit. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point maintenant, sur le cas spécifique des étudiants haïtiens à l'étranger, puisque nous sommes ici pour
pour cette question-là. Et là, on pourrait mettre en évidence 3 petits points. Le premier, c'est les conditions socio-économiques et administratives aussi. On sait comment, quand on est étudiant étranger, comment c'est compliqué. Hein, au niveau administratif, les conditions socio-économiques, on pourrait revenir là-dessus aussi pour trouver un titre de séjour. Hein. Donc là aussi, quand on se met dans le froid, justement pour aller faire la queue pour chercher le titre de séjour, là aussi, ça peut participer de cette forme de résilience. Mais, attention, il y a étudiants étrangers et étudiants étrangers. Un étudiant américain qui vient en France, c'est un étudiant étranger, ben ce n'est pas un étudiant étranger, attention. C'est là qu'on va faire intervenir les liens historiques qui lient ou qui ont lié les pays en présence. Ce n'est pas rien pour un Haïtien d'étudier en France. Pour un Haïtien, étudier en France ne mobilise pas la même chose que d'aller étudier au Canada, que d'aller étudier au Mexique, que d'aller étudier en Grande-Bretagne, etc. Derrière l'objet, il y a aussi la question de la langue. On est d'accord, puisqu'il a été question de la langue. J'ai pu comprendre qu'il y a beaucoup de spécialistes là en sciences du langage, etc. On sait que la langue, ce n'est pas qu'un outil de communication. La langue, c'est aussi une vision du monde. C'est-à-dire dans quelle langue on va essayer de penser les choses. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important à prendre en compte. Et si je reviens sur les liens historiques, justement, pour un Haïtien, étudier en France n'est pas sans lui rappeler le off, le refoulé, les refoulés de l'histoire avec un grand H. Car par-delà nos objets respectifs, qu'on soit en sciences humaines ou en sciences dures, quel que soit l'objet qu'on étudie, à un moment ou à un autre, on va être frappé justement par ces refoulés de l'histoire et on est bien obligé. Alors, on est bien obligé d'en faire quelque chose. On peut choisir de fermer les yeux, mais de toute façon, ça... Et là, j'ai envie de dire que, c'est le 3e petit point, qu'en tant qu'Haïtiens, nous avons un héritage. Nous avons un héritage qui n'est peut-être pas suffisamment exploité. C'est que Haïti a un rapport particulier à l'esprit. Avec un grand E, un rapport particulier aux esprits aussi. On ne va pas refaire l'histoire, mais on sait très bien que si on a pu avoir 1804, c'est grâce à la force de l'esprit. On pourrait dire grâce à la force des esprits, mais c'est grâce à la force de l'esprit. Ce n'est pas le moment là peut-être de développer toute la question de la résilience haïtienne, même si c'est un mot, il faut faire attention avec ce mot, il faut faire attention entre le signifiant et le signifié. C'est-à-dire qu'on peut dire résilience, mais aussi on pense à autre chose, puisque c'est un débat qu'on a eu avec pas mal de collègues sur la question entre résilience et résistance aussi. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en Haïti, nous avons un héritage, justement, qui nous a poussé à prendre, à briser un certain nombre de chaînes que tout étudiant haïtien, quel que soit l'endroit où il est, peut utiliser pour conforter sa résilience académique. J'arrive au 3e point pour lancer le débat, c'est ce que j'appelle la résilience de l'esprit en milieu académique. Là, c'est encore un autre chapitre, puisque vous savez, quand on parle de milieu académique, on a affaire à un certain nombre de règles, on a affaire à un certain nombre de conventions. D'ailleurs, quand on dit lui, il a un style académique, c'est presque péjoratif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne peut pas penser, c'est-à-dire qu'il va faire des choses, qui va essayer de rester dans les clous. Et c'est là, justement, que nous avons un défi à relever, puisqu'on est censé être dans une université qui favorise le développement de la vie des idées, le développement de la vie de l'esprit, et comment tenir compte à la fois des exigences académiques et la nécessité de développer les idées. C'est là que j'en arrive à pointer 3 choses. Premièrement, cette résilience de l'esprit nécessite de faire face à 3 symptômes qui minent nos universités. En fait, l'université en général, pas seulement en Haïti, et même, je dirais même qu'en Haïti, on a une longueur d'avance sur pas mal d'autres universités. Le premier fléau qui frappe l'université, c'est la question des clivages disciplinaires.
les sociologues qui ne discutent pas avec les psychologues, qui ne discutent pas avec les historiens. Or, on sait que nos objets de recherche maintenant sont mondialisés. Quel objet de recherche on peut aborder avec une seule discipline? C'est difficile. Il est nécessaire, justement, de penser la transdisciplinarité. Et là, j'ai entendu pas mal de doctorants qui sont à l'UHESS, là. J'ai envie de dire que c'est une chance que vous avez d'être dans des institutions comme ça, qui cloisonnent moins, qui cloisonnent quand même, hein, mais qui cloisonnent moins le savoir. Donc, aller au-delà de ce clivage disciplinaire. Deuxième point, aller au-delà aussi des frontières géographiques nationales. Qu'on travaille sur l'État, qu'on travaille sur la langue, qu'on travaille sur l'informatique, etc., ces objets-là ne peuvent pas être pensés qu'au niveau local. C'est pas possible. Même si comment peut-on travailler sur l'État haïtien sans penser à l'État français, sans penser à un certain nombre d'autres États en Afrique? C'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que quand on va travailler, il ne faut pas se contenter de dire, mais voilà, moi je travaille sur Haïti, je me délimite à Haïti, c'est pas vrai du tout. C'est ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure. Haïti, pour moi, c'est une posture, c'est pas qu'un espace géographique. Et puis, troisième point, c'est d'aller au-delà de soi, au-delà de ce petit narcissisme, ce qu'un auteur a appelé le narcissisme des petites différences, justement, qui consiste justement à se regarder le nombril. Non, il faut aller au-delà de cela, se penser comme un inter-sujet, un inter-humain, et c'est ça aussi qui va venir nourrir l'humanité tout entière. Et j'arrive à la conclusion sur université et développement dans le monde global. Donc, vous m'avez compris que mon propos, ce n'est pas uniquement de réfléchir sur Haïti, c'est de réfléchir sur l'institution universitaire. En temps de crise, Noam Chomsky, je vais le citer à nouveau, qui dit en temps de crise, la responsabilité des intellectuels est engagée. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde en crise. Il n'y a pas que Haïti qui a. Nous sommes dans un monde en crise, nous sommes dans un monde frappé par un certain nombre de traumatismes, de toutes parts, qui nécessitent justement l'apport des intellectuels, des universitaires pour aider à comprendre ce qui se passe. Donc, il est question de l'institution universitaire dans sa globalité, au-delà de toute forme de frontières. Il est question aussi du développement de la pensée, et là je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que la mission de l'université, c'est le développement socio-économique? Bien entendu, après le séisme en Haïti, on met l'accent sur le développement socio-économique. Là aussi, c'est pareil pour la France, c'est pareil dans plein d'autres pays industrialisés, où on met en avant le professionnalisme. C'est-à-dire que l'université qui devrait produire ce dont une société a besoin en temps réel. On connaît la limite de tout cela, puisque le risque de cela, c'est de formater les gens, de les mettre dans des cases. On voit comment dans l'université française, on ferme un certain nombre de filières, soi-disant qui ne sont pas rentables. Pourquoi? C'est ça aussi qui fait le jeu du capitalisme ambiant qui mine l'université. Ça, c'est un premier aspect. Donc, l'autre aspect, c'est la question du développement de la pensée, du développement de l'esprit humain et de participer de la vie spirituelle de l'université, la vie des idées. Pour terminer, je dirais que les grandes questions qui se posent à nous aujourd'hui dans le monde global, et pas seulement en Haïti, on pourrait poser la question de la crise migratoire. La crise migratoire, ce n'est pas seulement une affaire française, une affaire européenne, une affaire américaine, c'est aussi une affaire haïtienne, c'est une affaire africaine, c'est une affaire de tous les continents. Il y a le réchauffement climatique, par exemple, ça traverse toutes les nations. Il y a les catastrophes naturelles, c'est pas qu'en Haïti, c'est partout. Et ça nous oblige à penser un certain nombre de choses. Et puis il y a aussi un autre symptôme majeur, c'est la crispation identitaire. Nous sommes dans un monde en crise identitaire, c'est pas que en Haïti. Alors, toutes ces grandes questions-là nécessitent, à mon avis, de réhabiliter la résilience de l'esprit en milieu académique et ailleurs pour tenter de reproduire du sens. Voilà les éléments que je souhaitais poser sur la table pour le débat. Merci.